Bonjour à toutes et à tous. Après avoir traité lors de nos séances précédentes des sujets inhérents aux organisations internationales, à des logiques géopolitiques, à des régions en proie au conflit, nous revenons aujourd'hui sur l'étude d'un pays. C'est une démarche qui nous permet non seulement de nous familiariser davantage avec celui-ci, mais également et surtout de mettre en exergue des logiques géopolitiques qui, loin d'être cantonnées au seul pays évoqué, se retrouvent souvent dans d'autres cadres géographiques ou historiques. C'est certainement encore plus vrai pour la Pologne, dont l'histoire a été particulièrement mouvementée et qui, de ce fait, est toujours une source importante de réflexion en géopolitique. C'est d'autant plus opportun de le faire en cette fin d'année 2019 que c'est le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, souvent perçu comme le symbole de l'effondrement du monde soviétique. Nous allons donc nous efforcer de répondre à la question suivante. Que peut nous apprendre la Pologne en géopolitique ? Bonjour Fabrice. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Fabrice, un premier constat s'impose quand on observe la Pologne sous le prisme de la géopolitique. C'est le nombre important mais presque incroyable de découpages, de disparitions et de réapparitions qu'a subi ce pays. C'est un cas quasiment unique dans l'histoire. Cela a amené d'ailleurs des reconfigurations majeures sur des espaces territoriaux différents et disputés, ainsi que des frontières très dissemblables qui sont souvent une grande surprise, même pour les Européens, surtout ceux de l'Ouest. Est-ce qu'il vous serait possible de rappeler brièvement l'ensemble de ces modifications, leurs conséquences sur la Pologne et l'Europe actuelle, ainsi que les premiers enseignements que l'on peut en tirer en géopolitique ? Bien volontiers, je pense que Antoine, vous avez raison de souligner que la première préoccupation qu'on doit avoir quand on aborde la Pologne en géopolitique, surtout a fortiori dans une problématique qui a la prétention d'essayer de tirer des conclusions ou des informations de la part de ce pays en géopolitique en général, le premier constat qui s'impose est lié à l'histoire, c'est le nombre incroyable de découpages. Généralement, on a l'habitude d'appeler ça les partages de la Pologne, c'est assez connu malheureusement d'ailleurs, mais ça a tendance à se perdre un petit peu avec la distance en termes de chronologie. Mais la Pologne a disparu à 3 ou 4 reprises et est réapparue à 3 ou 4 reprises, souvent d'ailleurs avec des frontières qui n'étaient pas identiques aux frontières précédentes, ce qui permettra effectivement de mettre un certain nombre de conséquences en avant en termes de géopolitique. Alors brièvement, je vais déjà rappeler les dates sur lesquelles il y aurait eu des recoupements ou des découpages de la Pologne, voire des partages de la Pologne. On aurait eu 1772, 1793, 1795 et l'une des plus célèbres et les plus proches de nous, le 23 août 1939. Ce qui est donc assez intéressant à mettre en avant à travers ces 4 partages de la Pologne, c'est que parmi ces 4-là, il y en a 2 qui sont particulièrement importants. Celui de 1795, tout d'abord, parce qu'on voit bien que les 3 premiers sont liés à la fin du XVIIIe siècle, qui sont presque dans une logique d'enchaînement, que la Pologne est de plus en plus grignotée par ses voisins immédiats, on y reviendra sur une seconde question, notamment par rapport à la Russie, mais qu'en 1795, elle succombe presque totalement, puisqu'elle est totalement rayée de la carte, c'est le terme, qu'elle disparaît de la carte. Et d'ailleurs, j'attire l'attention de nos auditeurs sur le fait que ça va durer très longtemps, car la Pologne, finalement, ne réapparaît suite à la Première Guerre mondiale et à la victoire des Alliés le 11 novembre 1918, avec les traités, alors suivant la façon dont on considère les choses, qu'en 1918 ou qu'en 1919, ça veut dire que la Pologne disparaît de la carte pendant 123 à 124 ans, parce qu'en 1795, finalement, tous les territoires polonais sont répartis entre l'Empire russe d'une part, le Royaume de Prusse d'autre part, et enfin l'Empire autrichien. Donc c'est déjà un cas très très singulier, et vous avez raison de souligner que c'est assez inhabituel et assez méconnu, parce que ça se passe en Europe centrale ou sur la frange orientale de l'Europe centrale. Il y a une conséquence immédiate de cette situation, c'est que comme on avait commencé à l'évoquer, la Pologne va être amenée à changer de configuration énormément. Et peut-être que ce qui est le plus symptomatique et surtout le plus frappant, c'est quand on met en comparaison la carte de la Pologne globalement telle qu'elle a été mise en place au début des années 20 suite à la Première Guerre mondiale, donc la carte de la Pologne qui aura lieu de 1920 jusqu'en 1939 globalement, et ensuite la carte des frontières de la Pologne telles qu'elles existent encore aujourd'hui, mise en place après 1945, parce qu'on voit bien qu'il y a eu un glissement vers l'ouest de la Pologne, qui a été dû au fait que les soviétiques
on cherchait aussi à avancer vers l'ouest et qu'on a compensé le territoire polonais avec une partie des territoires qui étaient disputés avec l'Allemagne. Donc on a globalement un glissement de la Pologne vers l'ouest de plusieurs centaines de kilomètres, ce qui va d'ailleurs, Antoine, amener parfois des surprises pour certains de nos étudiants ou certains professionnels, parce que certaines villes ont 2 noms ou 3 noms. Ne pas oublier que Danzig, qui a été célèbre à cause du fait que ça a lancé avec le fameux corridor à la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui c'est Dansk. C'est très important dans ce qu'on évoquera avec le syndicat Solidarnosc. De même que Königsberg, très longtemps allemand, aujourd'hui est en Russie, Kaliningrad. Donc on voit bien que non seulement il va y avoir des changements de frontières, mais même des changements de dénomination en termes de villes. Et là, en termes d'enseignement, me semble-t-il, il y a 2 enseignements majeurs qui s'imposent d'emblée, il y en aura d'autres par la suite. Un qui concernerait plutôt la Pologne et un qui serait plus global à la géopolitique. D'abord, on voit bien qu'il y a une résilience incroyable de la nation polonaise ou de l'esprit de résistance ou de l'envie de vivre ou de transcender les difficultés, parce que la Pologne quand même a été assujettie à des difficultés incroyables en comparaison à certains autres pays. Mais j'ai l'impression qu'il y a un autre enseignement qui est très très important en géopolitique, c'est que en fait, Antoine, les États sont mortels, ils sont fragiles. Ça me paraît être un enseignement d'autant plus intéressant à rappeler en 2019 en Europe occidentale. On a l'impression que tout ça c'est un peu évident ou donné en géopolitique. La situation de la Pologne nous rappelle que les frontières sont tangibles et que les États sont mortels. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de penser à une phrase de Jean-Jacques Rousseau qui est assez célèbre et qui disait « Si Sparte et Rome ont péri, 3 points de suspension », sous-entendu, aucune civilisation, aucun État n'est immortel. C'est une leçon dont la Pologne a forcément, on va dire, une force de résurgence en termes de géopolitique. Mais il y a aussi un autre point particulièrement remarquable au sens premier du terme concernant la Pologne, c'est ses rapports singuliers avec ses voisins, et notamment avec la Russie puis l'URSS. Les rapports entre ces 2 pays ont toujours été, et cela reste vrai aujourd'hui, marqués par la méfiance, voire même par une franche hostilité. Cela montre à la fois l'importance des modalités géographiques en géopolitique, mais aussi explique une position particulière de la Pologne par rapport aux États-Unis. En tout cas, elle est très différente de la perception d'autres pays européens et surtout de la France. Alors, pouvez-vous nous expliquer le lien entre ces différentes dynamiques ? C'est vrai que ce qui est intéressant à mettre en évidence, c'est le lien. Parce que là, on pourrait peut-être nous dire, bon, mais tout ça, c'est pas inintéressant, mais c'est très ancré dans le passé et ça n'apporte pas beaucoup d'enseignements actuels. Je crois au contraire que ça apporte beaucoup d'enseignements actuels parce que ça permet d'expliquer un positionnement dont on va se rendre compte au fur et à mesure de nos propos qu'il est effectivement singulier. Alors d'abord, peut-être une explication initiale. C'est vrai que la Pologne a toujours eu la difficulté en géopolitique d'être enserrée entre 2 grandes puissances pendant très longtemps. L'Allemagne d'une part, et la Russie ou l'URSS d'autre part, et que là on va plutôt être concentré sur la Russie et l'URSS, puisque suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, volontairement d'ailleurs, aujourd'hui, a contribué à se sortir du monde géopolitique pour se cantonner au monde économique, et que depuis la réunification allemande, d'ailleurs, au début des années 90, l'État allemand, lui, a reconnu les frontières telles qu'elles avaient été mises en place en 1945. Donc là, on va dire, l'opposition est plus historique qu'actuelle. Avec la Russie, ce n'est pas le cas, notamment avec la résurgence plus ou moins forte du nationalisme russe et l'avènement de Vladimir Poutine, ce qui va effectivement, vous avez raison d'insister, donner une explication forte sur l'inclinaison de la Pologne envers l'OTAN. C'est qu'en fait, il y a une rivalité entre Russes et Polonais dont parfois on a la surprise de voir qu'elle est assez méconnue à l'Ouest, parce que c'est moins notre histoire, mais qui s'est intégrée dans un temps très long. Et il y aurait plusieurs conflits qu'on pourrait évoquer à cette occasion. Il y a 2 moments très très forts dans une histoire qui est non seulement très heurtée, mais parfois même dramatique, on va y revenir avec un certain nombre d'événements. D'abord, il y a la fin de la Première Guerre mondiale, et c'est vrai qu'on a souvent tendance, en particulier au Royaume-Uni et en France, à considérer que les événements se sont clos à ce moment-là. La fin de la Première Guerre mondiale se termine avec l'armistice du 11 novembre 1918, et ensuite tout est terminé. C'est loin d'être le cas. En fait, comme le dira d'ailleurs un prestigieux universitaire qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les Vaincus », dans tous les territoires où les empires sont recomposés,
Il y a des conflits qui opposent les États récents et les États vaincus pour voir si les frontières telles qu'on les envisage dans les traités de paix vont être entérinées. Et en fait, il y a même la révolution bolchevique qui va amener la fameuse armée rouge de Trotsky jusqu'aux portes de Varsovie. Et on oublie aujourd'hui que c'est l'armée polonaise naissante, encadrée par des Français d'ailleurs, il faut rappeler, dont De Gaulle, qui va arrêter l'armée russe aux portes de Varsovie, parce qu'il y a vraiment un antagonisme qui est dû déjà à des luttes multiséculaires entre les Russes et les Polonais. Il y a un deuxième événement, bien sûr, très très marquant, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il ne faut pas oublier le pacte germano-soviétique du 23 août 1939, qui est d'ailleurs d'une brutalité et d'un cynisme incroyable, puisque pour rappeler les faits, au détriment de la Pologne, malheureusement, pour rappeler très rapidement les faits pour nos auditeurs, on a Molotov et Ribbentrop, qui sont respectivement les ministres des Affaires étrangères de l'Union soviétique et de l'Allemagne, communistes et nazis, qui malgré leurs divergences idéologiques évidente, n'hésite pas à se rencontrer à Moscou et à faire un traité dont il apparaîtra par la suite qu'ils ont carrément partagé la Pologne en deux. L'idée étant que les Allemands attaquent en premier et qu'une fois que les Allemands ont vaincu les Polonais, les Russes prendront la façade la plus orientale de la Pologne, excusez du peu en termes de cynisme, pour achever, on va dire, son démantèlement. Donc c'est particulièrement quand même brutal comme approche. Je rappelle que d'ailleurs, suite à cette occupation soviétique, les Russes d'ailleurs vont se dépêcher parce que l'offensive allemande est plus rapide que prévu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc les Allemands attaquent le 1er septembre, les Soviétiques rentrent sur la façade orientale le 17 septembre, et c'est à l'issue de cette campagne d'ailleurs qu'on va voir le massacre de Katyn, où il y a plusieurs milliers d'officiers polonais qui vont être abattus par les Soviétiques parce qu'ils considèrent qu'il faut faire une épuration pour installer la puissance russe dans la région. Donc on se rend compte en plus des drames humains qu'il va y avoir à cette occasion. Et puis il y a un deuxième événement très très fort sur la Seconde Guerre mondiale, que les Polonais continuent d'ailleurs à reprocher aux Russes, c'est que quand en 1944 l'armée rouge réavance vers Varsovie, les Polonais sont très heureux de voir que les Allemands sont en train de perdre la guerre, mais ils sont très inquiets de voir que c'est les Russes qui vont être leurs libérateurs. Donc en fait, on a un soulèvement organisé par la résistance polonaise au début août 1944, et pour dire clairement les choses, l'armée russe s'arrête sur la Vistule. Et quand on connaît un peu la géographie de Varsovie et qu'on voit où est la Vistule, c'est-à-dire à moins de 20 km, et clairement, les Russes vont laisser les Allemands écraser l'insurrection de Varsovie pour avoir à ne pas faire ce travail qu'ils auraient certainement été amenés à faire d'après l'aveu de Staline lui-même. Donc on voit bien que les Polonais peuvent reprocher aussi aux Russes que de les avoir laissés massacrer par les Allemands. Je rappelle qu'à cette occasion, 95% de Varsovie sera rasée par l'armée allemande. Donc là, il y a un encombrement, si vous me permettez cette expression, d'événements assez dramatiques qui n'ont fait qu'éloigner les Russes et les Polonais. D'ailleurs, si vous me permettez, le colonel Beck, qui était le ministre des Affaires étrangères polonais dans les années 30, avait une expression qui avait été très très marquante à cette occasion. Quand les Français, à la fin des années 30, commencent à s'inquiéter de la montée en puissance de l'Allemagne d'Hitler, qui commence à envisager une alliance avec les Soviétiques, les Français proposent aux Polonais de s'allier avec les Soviétiques pour essayer de contrer l'Allemagne. Et à ce moment-là, le colonel Beck a une phrase qui résume tout. Il a dit « Jamais, avec les Allemands, nous perdrions notre liberté, avec les Soviétiques, nous perdrions notre âme ». Donc là, on sent qu'il y a un antagonisme profondément marqué, et ça nous amène à la situation actuelle. Il est évident que les Polonais, dès la chute du mur que vous avez évoquée, sont beaucoup plus enclins à rentrer dans l'OTAN, l'organisation politique et militaire qui peut être amenée à les protéger de la menace russe, qu'à la dimension de l'Union européenne qui est perçue comme plus économique, parce que justement, il y a tout ce passé historique qui pèse énormément. Et c'est vrai que là, par rapport au positionnement français, il y a une très très grande différence qui s'explique à la fois par l'histoire, mais par la géographie. Et puis, il faudra rappeler certainement à travers nos questions suivantes, qu'en plus, ça n'a été qu'alimenté par l'occupation russe en Pologne pendant 45 ans. Oui, justement, mais cet antagonisme, finalement, a également créé une vraie singularité dans l'évolution de la Pologne au sein du bloc de l'Est et du pacte de Varsovie dirigé par l'Union soviétique. C'est d'autant plus important à souligner que cette singularité a engendré une forme de contestation qui est originale, basée sur des figures historiques qui sont emblématiques maintenant. On pense forcément au mouvement Solidarność et à Lech Walesa, et dont certains pensent même qu'elle a été le vrai déclencheur de la chute du mur et de l'URSS. Alors, qui plus est, cette période a forcément marqué la Pologne dans ses repères et ses logiques, y compris aujourd'hui. Pouvez-vous nous rappeler quels ont été les aspects clés de cette période de la Pologne qui conditionnent encore aujourd'hui la Pologne dans sa grille de lecture et dans son rapport aux autres États? Alors, cette question
là aussi, est importante, parce que là, il y a presque une double singularité, si vous me permettez, dans le sens où c'est vrai qu'on a tendance à oublier le rôle majeur que la Pologne a joué dans la déstabilisation de l'assise soviétique en Europe centrale et en Europe orientale, mais qu'en plus, cette déstabilisation s'est faite par des modalités dont beaucoup, finalement, se sont rendus compte qu'elles étaient un peu contraires à celles à laquelle on s'attendait spontanément. Je m'explique un instant, si vous me le permettez. Dans l'histoire de la Pologne, on a toujours eu des mouvements de résistance héroïques, j'ai presque envie de dire romantiques. Il y a aussi des soulèvements avec le printemps des peuples en 1848, etc. Et donc on était très très inquiets parce qu'on voyait bien qu'en plus la Pologne est très profondément catholique, que donc par rapport à la mise en place d'une tutelle soviétique sous l'égide d'une idéologie marxiste, il y avait non seulement le poids de l'histoire, mais une contradiction qu'on qualifiera de sociétale ou de religieuse. Donc on pensait qu'effectivement à l'Est, ce serait le pays qui serait le plus enclin à rentrer dans une résistance armée très violente et dont on pouvait craindre qu'elle serait écrasée par les chars soviétiques. On pouvait d'autant plus le craindre, Antoine, si vous me permettez, qu'aujourd'hui ça paraît peut-être un peu plus, moins présent dans les esprits ou plus diffus, mais il faut rappeler qu'il y avait eu un soulèvement à Berlin-Est écrasé par les chars soviétiques en 1953. Encore plus célèbre, il y a le fameux soulèvement de Budapest qui a été écrasé, alors là, clairement dans le sang par les divisions soviétiques en 1956. Puis il y a eu le printemps de Prague qui a fini aussi en désillusion avec la doctrine Brejnev en 1968. Donc finalement, on s'était dit, si jamais il y a un soulèvement en Pologne, ça va très très mal se passer. Or, les faits ont semblé d'abord s'inscrire dans cette démarche. Donc là, il faut les rappeler parce que c'était assez poignant pour ceux qui ont la chance de les vivre. On était, je crois, tous les deux contemporains de ces moments-là qui ont été quand même très, très porteurs en termes d'émotion. On a un syndicat ouvrier mené par Lech Walesa à Gdansk, donc le port, qui s'appelait Solidarność et qui se met en situation de résistance. Et au départ, effectivement, c'est quand même assez violent, puisque Walesa le racontera lui-même dans ses mémoires. Quand à un moment la police anti-émeute, parce que c'est la police anti-émeute qui charge, là c'est même pas des forces de sécurité classiques, fonce vers lui, il a très peur parce qu'il se dit je vais me retrouver seul, et il y a un tel moment d'empathie envers lui qu'en fait tout le défilé qui est derrière lui chasse les forces anti-émeute. Donc on est sur un point de bascule pendant 12 à 14 mois, et de fait, le général Jaruzelski, qui est un général polonais, fait un couvre-feu dans la nuit du 14 au 15 décembre 1981. Il instaure un état de sécurité qui va durer plusieurs années. Les dirigeants de Solidarność sont arrêtés et on s'en émeut beaucoup à l'ouest. Avec le recul, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement on va aboutir à une négociation qu'on a appelée la négociation de la table ronde en février 89, c'est-à-dire que les dirigeants communistes polonais vont inviter les syndicalistes à négocier. Ça va donner lieu aux premières élections à peu près ouvertes. Alors je ne dis pas démocratiques parce qu'il n'y a qu'un tiers des sièges qui sont vraiment ouverts. Donc en fait, on voit bien que le pouvoir communiste s'arrange encore la majorité, mais il est obligé de faire une ouverture, ce qui est très intéressant. Et si ça va paraître insuffisant à l'époque, ce dont on va se rendre compte, c'est que finalement, ça va créer un effet d'enchaînement qui fait qu'on va avoir une libération, une démocratisation qui va se mettre en Pologne. La date est intéressante, d'ailleurs, si vous me permettez Antoine, parce que c'est février 89, et c'est là où on peut donner raison aux Polonais qui disent on a été précurseurs de tout ce qui s'est passé, parce que finalement, le mur, c'est novembre 89, et c'est nous, en Pologne, qui avons commencé à faire bouger les choses. Il y a un autre aspect qui me paraissait intéressant à remettre en perspective, c'est que, évidemment, à l'époque, on s'était beaucoup ému en Occident de cette prise de pouvoir par l'armée polonaise. D'ailleurs, le Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, avait refusé de rencontrer le général Jaruzelski qui était venu en visite officielle en France. Mais en fait, la question qu'on peut se poser, c'est si ce n'était pas un moindre mal. Peut-être aussi pour éviter que ce soit l'armée soviétique qui, comme on l'avait évoqué en Allemagne de l'Est, ou en Hongrie ou en Tchécoslovaquie, ne soit amenée, elle, à intervenir dans le contexte historique en plus qu'on a évoqué précédemment et qui aurait forcément été particulièrement difficile, pour ne pas dire sanglant. Alors, il ne faut pas non plus peut-être glorifier Jaruzelski. La grille de lecture telle que je suis en train de la proposer d'ailleurs ne satisferait certainement pas du tout les partis politiques qui sont au pouvoir et qui ont été réélus le 13 octobre 2019, parce qu'ils ont été très critiques finalement sur le fait qu'on n'a pas assez condamné le pouvoir communiste. Il n'en reste pas moins vrai que là, on a finalement une démarche très singulière de la Pologne. Alors en plus, permettez-moi quand même de citer aussi le rôle quand même de Jean-Paul II, qui avait fait une tournée en Pologne dans plusieurs villes, dont Cracovie d'ailleurs, à la fin des années 70, et dont on voyait bien qu'il a finalement donné tort à Joseph Staline, qui disait « le pape, combien de divisions ?»
mais on peut considérer que le pape a joué aussi un rôle, Jean-Paul II a joué un rôle considérable. Et donc finalement, on a une révolution pacifique, apaisée, mais qui a amené, ou qui a plus qu'amené, ou plus que contribué à la chute de l'Union soviétique en Europe centrale et orientale, ça c'est clair. Très bien, mais finalement, Fabrice, on comprend mieux à travers l'ensemble de ces aspects les diverses singularités de la Pologne, et cela nous amène naturellement à nous interroger sur l'entrée des ex-pays de l'Est au sein de l'Union européenne au début du XXIe siècle. Était-il opportun de les intégrer sitôt après la chute du mur? Où en sommes-nous aujourd'hui? Y a-t-il encore de vraies disparités avec les autres pays de l'Union européenne sur les perceptions géopolitiques? Alors ça, c'est une question qui maintenant nous ramène totalement à notre contexte actuel. Et force est de répondre à cette question, notamment était-il aussi judicieux que ça de faire rentrer aussitôt les pays de l'ex-bloc soviétique, Europe centrale, ce qu'on appelait les PECO à l'époque, en partie Europe centrale ou orientale. Je rappelle qu'ils sont rentrés officiellement au sein de l'Union européenne le 1er mai 2005. Objectivement, 2004, pardon, objectivement, la réponse est non. Ils sont rentrés trop tôt. Alors, la réponse peut paraître surprenante, mais avec le recul, on se rend compte d'un certain nombre de problèmes qui se sont posés et dont j'ai le sentiment qu'on aurait dû pouvoir les éviter en faisant un peu plus attention au contexte historique, politique, géographique du moment. Quelles ont été les difficultés qu'on a rencontrées? Bon, d'abord, on s'est rendu compte que ces pays-là arrivaient finalement à aboutir à leur liberté de leur propre chef. C'est eux qui avaient tout fait pour. Ils avaient été soumis à une pression, pour vous dire un terme de façon euphémistique ou nuancée, extérieure ou une occupation. Et suite à ça, dans un laps de temps très court, on leur demandait ensuite de refondre ou de refondre leur indépendance, leur liberté ou leur nationalisme dans une entité plus large en termes d'Union européenne. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est de savoir si c'était pas un petit peu illusoire dans un laps de temps aussi court, alors que ces peuples n'avaient pas apprécié le retour à l'indépendance, à la liberté sur un temps suffisamment long, était-il pas trop précoce que de les amener à se refondre dans un ensemble plus important? Il y a un deuxième problème qui est apparu de façon manifeste, c'est qu'en plus, l'Union européenne a des contraintes légales, réglementaires très très lourdes. Et moi, je me rappelle d'entretiens que j'ai vus avec des amis polonais qui me disaient parfois, on est un peu affolé de voir qu'il y a une sorte de réglementation qui est presque plus lourde ou plus sévère que ce que nous imposaient les soviétiques à travers le marxiste. Alors bien sûr, il y avait une part de boutade, mais il y a eu une sorte de surprise. On s'attendait à la libéralisation, au libéralisme. Et finalement, on a une chape de plomb qui est venue de Bruxelles ou de la Commission européenne et qui a contraint en plus la Pologne à énormément de réformes économiques qui ont été très difficiles. Et ça m'amène à un troisième problème. Ces réformes ont amené des sacrifices économiques en Pologne, des difficultés en termes d'emploi notamment et en termes d'évolution économique. Et ça a fini par décrédibiliser ou par amener une désillusion sur l'Union européenne. Ça, c'est très important parce qu'on voit bien que là, notamment quand on voit les élections européennes, ou les résultats à travers les différents pays lors des élections européennes, que là, il y a une part de ressentiment qui est plus, paradoxalement d'ailleurs, prononcée à l'Est. Si vous me permettez, il y a deux paramètres qu'il faut rajouter, et qui, à mon sens, là aussi ont été sous-estimés. D'abord, on a affaire à des pays, et là, la Pologne nous sert d'exemple, qui ont été de l'autre côté du mur, si vous me permettez ce concept, pendant 45 ans. Et comme le montre merveilleusement le film Goodbye Lénine, qui lui porte sur l'Allemagne de l'Est, comment imaginer que des populations qui ont été habituées à vivre sous un régime qu'on qualifiera de marxiste ou soviétique en termes d'économie, arrivent à changer de référence ou de référent aussi rapidement? Je pense que ça, c'était illusoire. Il faut un laps de temps de s'habituer. Il y a un autre changement ou nuance qui est fondamentale, c'est que les pays de l'Est, je pense à la Pologne, mais on pourrait penser aussi à la Hongrie ou la République tchèque ou la Slovaquie, n'ont pas un lien avec le continent africain comme on l'a eu pour des raisons historiques la France, le Royaume-Uni, le Portugal ou même la Belgique. Donc on voit bien, en conjuguant l'ensemble de ces paramètres, qu'on a des vraies singularités et qu'on se retrouve aujourd'hui au sein de l'Union européenne avec des logiques, avec des pays qui sont inscrits dans des logiques très différentes. Ce qui peut d'ailleurs amener des perceptions différentes, tant à travers l'OTAN qu'à travers les rapports avec la Russie. Le rapprochement que la France envisage aujourd'hui avec la Russie est perçu de façon très méfiante par la Pologne. Je crois que, en guise de conclusion, il y a deux aspects qui s'imposent. D'abord, c'est vrai qu'avec le recul, on peut dire que l'entrée de ces pays-là a été trop précoce. La chose qu'on pourrait aussi faire remarquer, un ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, le fait remarquer, me semble-t-il, de façon très judicieuse, mais était-il possible de faire autrement?
Était-il possible de refuser à des pays qui avaient été occupés pendant 45 ans, qui aspiraient à la liberté, à rentrer au sein de l'Union européenne? Était-il possible de leur dire non alors qu'en plus ils s'étaient plutôt libérés tout seuls et qu'il faut remettre les choses en perspective, Antoine, si vous me permettez, qu'en plus c'était la fin de la guerre froide, qu'on pensait presque que non seulement c'est la fin de la guerre froide, mais selon une logique célèbre mise en avant par Francis Fukuyama dans son ouvrage La fin de l'histoire, mais que c'était la fin de l'histoire, qu'il n'y aurait plus de problème. Donc on semblait surfer sur une vague normale, ce qui me permet de conclure en faisant remarquer que j'ai le sentiment vraiment que ce que nous apprend la Pologne sur la géopolitique, c'est qu'il ne faut jamais faire abstraction de la réalité géographique, historique, sociétale et de l'environnement des États, et que, en fait, c'est le principe de réalité qui permet d'arriver à une stabilité ou au fait d'entériner la liberté, et qu'il est toujours très très dangereux pour des effets de mode de partir sur un engouement momentané qui peut être sympathique et lyrique, mais qui souvent amène à des contresens, voire à des graves déceptions en géopolitique. Très bien, merci Fabrice. Je propose à nos étudiants d'observer quelles seront les évolutions de la Pologne à l'avenir et je vous propose de finir notre séance sur ces propos. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la géopolitique.